quand on a eu fini le scénario de Baiser volé avec Truffaut. Il m'a dit, il me regarde avec son scénario, puis il dit, je pense que ça va marcher. Et puis il a dit, les films qui marchent sont les films qui disent, la vie est une tartine de merde, mais elle mérite d'être vécue. On aime les téléfilms pour leur qualité, et on aime les films de cinéma pour leurs défauts. En 68, il y avait les grèves comme d'habitude, mais alors en plus des grèves politiques ou des choses comme ça, comme on était là à rien faire, on s'était revu à quelques réalisateurs et on s'était dit comment on peut faire pour améliorer le schmilblick. Et on avait dit, il y a un système qui fonctionne aussi bien dans les pays de l'Est qu'à Hollywood, c'est le système des producteurs. Alors, dans les pays de l'Est, c'est plutôt un scénariste senior, Kundera, ou en Pologne, bon, il y avait comme ça l'école de Lodz, et tout ça qui fonctionnait avec des professionnels, quoi, des professionnels compétents, et un peu comme disons, une école de peintres à la Renaissance, comme ça, avec le peintre senior, et puis ses disciples, ses élèves et tout ça. Et puis, voilà, et puis on en avait dit, tiens, ça serait pas mal, mais on avait été approfondi, on avait dit des documentaires, on pourrait prendre un vieux documentariste qui s'occuperait des documentaires, la fiction, on prendrait un réalisateur de fiction on avait même dit, il en faudrait plusieurs, chacun, on était idéal, serait responsable financièrement, ça c'était un peu idéal, mais il serait nommé pour 2 ans ou 3 ans, pour pas fossiliser le truc, et puis après il aurait un an sabbatique pour lancer ses propres projets pour pas profiter de son poste, pour lancer ses petits projets. Donc après, il aurait une année sabbatique et puis il le fera. Et puis, bon, puis c'est tombé complètement en lettres mortes, c'était en 68. Et puis, il se trouve que quand des groupes a été nommé à France 2, je ne sais pas comment, il a fait ce système. Et puis, à un moment donné, à TF1, bon, 81 est arrivé, sont arrivés des copains plutôt socialistes qui avouaient qu'ils connaissaient rien du tout à TF1. Et puis, il y en a un qui était tellement sympa, qui était rocardien, qui a fait venir Jean Lallier. Et Jean Lallier, à TF1, a introduit. C'était à l'époque encore d'Hervé Bourges. Enfin, c'était mai, janvier, et puis après Hervé Bourges. Donc, il a introduit le système. Donc, quand ça a été créé donc, à TF1 en 83, 84, il y avait donc, pour les documentaires, tu l'as connu, il y avait Jameson et Claude Ostenberger. Il y avait, pour la fiction, il y avait Charles Brabant et Marcel Moussy. Et moi, si tu veux, j'ai remplacé Moussy. La première année, il n'y a pas d'argent. Moussy avait dépensé l'argent de l'année. Donc, en vérité, moi, je voyais les réalisateurs et tout ça. Ce qui m'aide, j'ai pu étalonner mes trucs. Tu vois, je voyais les réalisateurs. Tout d'un coup, je lisais les scénarios. Et tout d'un coup, je disais, par exemple, des trucs un peu naïfs. Je disais, là, cette scène est un peu longue. Le mec, il me regardait dans les yeux, il me disait, c'est pour ça que j'ai écrit le scénario. Bon. Et je me dis, oui, c'est vrai, je suis complètement con. Je ne veux pas conseiller à Antonioni en lui disant, enfin, je ne vais pas dire à Antonioni, ta nuit est très longue, votre nuit est trop longue. Donc, effectivement, il y avait effectivement, j'ai vu comment on pouvait essayer de faire quelque chose. Et c'est surtout, bon, moi, ce qui me rassurait, j'aurais jamais pu le faire au cinéma, ce que j'ai fait, c'était plutôt des films de genre, c'était de la série B. Et la série B, tu peux aider les gens. Justement, Arte, j'aurais été coincé. Arte, j'aurais été obligé d'emmerder des auteurs qui veulent faire des choses originales. Tu vois ce que je veux dire. Donc, même à France 2, là, on était au service, enfin, on fonctionnait comme un studio américain. Moi, je connaissais par cœur les vies de Zanuck et tout ça, je connaissais très bien, de Samuel Goldwyn et tout ça, parce que moi, ça me fascinait comment les mecs, comme ça, et puis aussi Nicolas Ray, tout ça, comment ces films, ils introduisaient du contenu du second degré dans des films de genre. J'ai été nommé pour 2 ans, quoi, tu vois, donc mon contrat devait tomber juste après la privatisation. Et je me disais, bon, je vais partir, hein, ils vont faire un autre système. Et puis finalement, ils ont gardé le système. C'est-à-dire que Moujat est arrivé, et Moujat est du toit d'ailleurs. Et puis voilà, et puis donc là, tout de suite, ça a été la recherche d'un héros récurrent. Donc là, si tu veux, c'était une manière de me mettre dans les rails. Je veux dire, mais même déjà, à l'époque de Pascal Joseph et de Bourges, il disait, on ne fidélise pas sur une série, on fidélise sur un héros récurrent. Et on se voit, donc, je sais pas, on se voit dans un restaurant avec du toit, et j'amène Sambin, Claude Sambin, qui était mon adjoint. Et puis, on commence à parler du héros récurrent, fouillé.
Et moi, je lui vends un truc grâce à Colombo. Bon, je ne dis pas que c'était... Enfin, Moujotte pouvait lui dire que c'était un peu Hitchcock. C'était, je dis, moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est Dostoïevski, c'est le Crime et Châtiment, c'est le mec qui tourne autour pour le faire craquer. C'est le flic qui fait tourner, le juge, tout ce qu'on veut, qui fait tourner le mec pour le faire craquer. Mais dès le début, on sait, il me faut un beau rôle. Et moi, je me dis, d'accord. Et on fait on rédige ensemble un texte où dans lequel on disait qu'on était TF1 était à la recherche d'un héros récurrent policier ou machin, et qu'en vérité, ce qu'on voulait développer, c'était pas tant le qui que le pourquoi, le comment. Et puis, comme je voulais pas être accusé de favoritisme, je dois le faire en 30 exemplaires et je l'envoie à tout le monde. Bon, c'est vrai que celui avec lequel j'étais plus lié, c'était Grimblat, mais j'envoie à tous les producteurs, Naoum, tout ça. J'envoie à tout le monde pour qu'on m'accueille. Tu vois, je savais que si le mec décrochait un héros récurrent, c'était une bonne affaire pour lui. Tu vois. Et puis ça a mis, le premier évidemment c'est Grimblat qui est arrivé avec Navarro, mais ça a mis quand même un an. Il y avait le commissaire Moulin qu'on a ressuscité, et puis il y avait aussi, moi je travaillais avec des flics, parce que ce que je voulais, j'avais dit à Yves Ragné, qui était co-scénariste la plupart du temps, et je lui disais, moi je veux des faits nouveaux, je veux pas toujours les trucs comme ça. Donc on voyait des vrais flics, il m'a présenté des vrais flics, et les flics me disaient qu'ils étaient un peu gênés, parce que les femmes commençaient à réussir trop bien dans leurs examens de commissaire de police, et qu'ils avaient augmenté la taille de 5 cm requise pour être commissaire de police, ils faisaient jouer un peu de sexisme. Et donc c'est pour ça que j'ai eu l'idée de Julie Esco. Tu sais, il y a une phrase de Scorsese qui est formidable dans une leçon de cinéma de Scorsese. Il dit, il y a les films d'iconoclastes et les films de contrebandiers. Et alors, il disait, les films d'iconoclastes, c'est les films de Stroheim, c'est les films de Scherzberg, c'est les films d'Orson Welles. Ils réussissent leur coup 2 ou 3, ils font 2 ou 3 gros coups, puis après ils se font gauler. Et après, ils ne peuvent pratiquement plus rien faire. Puis il disait les films de contrebandiers. Alors les films de contrebandiers, c'était évidemment, tu connais, Raoul Walsh, machin, et les types qui s'exprimaient. Tous les scénaristes de gauche américains faisaient dans les grands studios, ils s'exprimaient par des paraboles qui étaient quand même assez voyantes, mais bon, personne ne les embêtait. On disait, pour les films à message, vous vous adressez à la Western Union, mais il n'empêche qu'ils faisaient passer des trucs anti-McCarthy, des westerns anti-McCarthy et tout ça. Donc, moi, je trouvais, au contraire, moi, j'avais appris les 5 dernières minutes, que effectivement, c'est un véhicule formidable, les 5 dernières minutes, pour parler de l'époque. Et je me souviens que l'Oursin me disait, un jour il a dit, je vais abandonner les 5 dernières minutes, c'était l'apologie de la police. Il y avait toujours cette idée qu'il y avait l'apologie de la police. Et donc, je lui dis, mais t'es complètement con, parce que tu fais passer des sujets. À l'époque, il faisait des sujets les 5 dernières minutes, mais avec Granger devait être très très à gauche. Et donc, des sujets de société sur, je sais pas quoi, le trafic de la main-d'œuvre portugaise que les patrons faisaient déjà venir pour avoir de la main-d'œuvre pas chère. Ça attend aucune. On ne pouvait pas faire un film comme ça, unitaire, sur un sujet pareil. Mais par contre, les 5 dernières minutes, ça passait comme une lettre à la poste. À partir du moment où je devenais un personnage récurrent, Moujotte s'en foutait. Ou à peu près. À peu près. Ou si j'amenais un grand comédien. Quelquefois, il pouvait peut-être se gourer, mais le grand comédien, il savait quand même que le grand comédien, même s'il venait pour casser la croûte, il n'allait pas jouer complètement sa carrière sur un navet complet. Et un jour, c'est la seule fois que j'ai mangé avec Moujotte, seul, en général on voyait comme ça, et puis comme ça marchait, la fiction marchait bien, et il me dit, j'étais vexé, qu'est-ce que tu as comme projet ambitieux? Vache, le salaud. Le salaud. Tu vois, l'air de dire que je faisais de la merde. Et je lui dis, comme ça, pris de court, je lui dis le Jésus-Christ de Duquesne. Et je me fais intéressant. On l'a programmé à l'aube de l'an 2000. Bon, c'était malin, c'était un film pour la semaine de machin avant l'an 2000. Il était très bien tourné par Moati, vous avez un de ses derniers films, parce qu'après il a fait plus des trucs. Et très bien, Giovanni Netti qui faisait le Christ et tout ça, enfin bon, c'était bien. Et puis on l'a passé, et plus jamais j'ai revu le film. Il n'a jamais pu repasser, parce que ça vous posait des problèmes terribles, y compris à Lelay. Parce que Lelay, qui est catholique, pratiquant, il me dit alors, vous avez mis un frère aîné? J'ai dit, ben oui, je suis parti de l'idée de Duquesne. Alors comme Duquesne, après j'ai compris, il était dans le tour de table de TF1 et tout ça, donc ils n'ont pas osé. Tu vois, ils n'ont pas osé venir pour faire de la peine à Duquesne, et Duquesne, son bouquin était assez progressiste, enfin, était assez novateur sur le Christ et tout. Alors c'est le truc comme ça que j'ai fait, qui a relativement bien marché.
TF1 était obligé de faire un certain nombre de chiffres d'affaires de fiction française de prime time. Bon. Mais il y avait le coût de la grille. Ça, toutes les chaînes ont le coût de la grille. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, à cause à 20h30 ou à 21h, il faut mettre une fiction qui coûte une certaine somme. Donc, à la limite, comme on pouvait couper la fiction qu'une fois, avec les variétés, on pouvait les couper 3 fois ou 4 fois. Donc, effectivement, on faisait plus de fiction, on tournait plus de fiction que ce dont on avait besoin. Donc il y avait tous les ans 8 ou 9 fictions qui n'étaient pas diffusées qui étaient diffusées 4 ans après, qui étaient dévalorisées, qui étaient dans les stocks, qui étaient dévalorisées. Parce que pendant 3 ans, elle gardait sa valeur. Donc c'était trop cher pour passer à 22h30, et à 20h30, on plantait les annonceurs. En réalité, les vrais... Moi, on me laissait un peu me les coltiner, quelquefois, les annonceurs. Parce que la vraie pression, ça venait des annonceurs. Tu vois? Et c'était hallucinant. Moi, je me souviens essayer de vendre des trucs. Alors, quelquefois, on organisait, surtout sur les unitaires. J'avais fait un unitaire avec une Renault et machin, je risquais pas grand-chose. Mais enfin, comme c'était un unitaire, on a fait un déjeuner avec des annonceurs. On leur a montré que le film était comme ça. C'était un truc écrit par Bernard Stora, qui était impeccable. Et comme ça, ils sentaient bien, quand même, la programmation. Que le film était vachement bien. Et puis, il s'est dit, il faut quand même qu'on annonce, qu'on mette pas de pub dedans. Alors moi, vous voyez que de temps en temps, les annonceurs. Et les annonceurs, ils étaient très snobs, hein, ils étaient là comme ça, ils me disaient, pourquoi vous ne passez jamais de film en version originale à 20h30? Les mecs, à 21h. J'ai dit, mais c'est à cause de vous. Est-ce que vous metteriez de l'argent? Le problème de TF1, c'est qu'il faut faire des succès prévisibles, puisque les annonceurs viennent avant. D'où on leur organisait des projections, mais où sans ça, ils ne venaient pas, évidemment, d'où les héros récurrents, parce que grosso modo, un héros récurrent, il était à 45%, à 48%, à 35%, mais en réalité, ça simplifie la vie. Même un héros récurrent à 35%, ça vaut mieux qu'un film comme ça, unitaire, dont on ne sait pas ce qu'il va donner. Alors, je me souviens, je rentre dans le parking Corinne Bouygues, c'était le premier feuilleton d'été que j'ai fait. Ah, elle me dit, c'est pas mal ton truc. Elle me dit, c'est pas mal, c'est dommage, on aurait dû faire payer les annonceurs plus cher. Et la catastrophe économique, c'était quand tu faisais un feuilleton, ça m'est arrivé de faire un feuilleton, ils n'ont pas passé le 4e épisode, ils étaient obligés de passer les 3. C'était annoncé, le 4e ne l'ont pas passé, parce que c'était une catastrophe pour les annonceurs venaient plus. Puisque les annonceurs peuvent demander même des dédommagements. Quand on les a mis dans un créneau de chair, et puis que ça ne marche pas, ils ont des comptes à rendre, ils sont obligés de faire des trucs. On faisait analyser les pilotes qui marchaient bien, par des gens qui ne l'avaient pas vu. Il y avait ça coûtait assez cher. Il y avait un sociologue, Julie Lescaut par exemple, on l'a fait analyser. On a fait analyser comme ça le pilote pour savoir ce que les gens, comme ça. Puis moi, j'y allais pas parce qu'il ne voulait pas me polluer, mais je faisais quelquefois poser des questions. Est-ce qu'il faut qu'elle ait une arme? Est-ce que c'est bien qu'elle ait une arme? Bon. Et puis après, les sociologues venaient nous voir, les producteurs et moi, et puis Guillaume de Verdet et tout, et puis ils débriefaient. Et puis un jour, il s'est dit, dans le fond, on préfère bien les auteurs. Je lui ai dit, c'est une très bonne idée parce qu'ils vont bien voir que c'est pas nos manies à nous. Tu vois, alors, les sociologues, on peut peut-être leur reprocher déjà de dramatiser légèrement ou de voir. Mais enfin, n'empêche qu'il y avait des choses vachement intéressantes. Par exemple, Julie Lescaut, bon, moi j'avais fait poser la question, les hommes sont-ils prêts à s'identifier à un personnage féminin? Tu as une héros récurrente féminine, et donc qu'est-ce qu'il faut faire pour que les hommes... Et je me doutais un peu de la réponse, mais enfin, parce que c'était une réponse à l'américaine, et la réponse, mais c'était bien, c'était à condition qu'elle soit professionnelle. Comment avoir le consensus des gens? Alors après, le débat se pose. Est-ce que c'est en ce quoi je trouve que les mecs en ce moment se gourrent, ou se sont gourés souvent, c'est qu'ils s'imaginent qu'il faut pour faire populaire, il faut faire bas de gamme ou je sais pas quoi, ou pas très, enfin, bêtement refaire toujours les choses qui ont été faites et tout ça. Donc ça, à mon avis, c'est toujours la fameuse phrase de Bourges, populaire et de qualité. Mais c'est pas si con que ça. Si on veut plaire à 10 millions de personnes, c'est pas tant. Il faut comprendre ces sujets dans la Bible. On prend ces sujets dans les tragédies grecques. On prend des sujets qui sont mythiques. Hein? Il y a un truc qui est génial, moi, qui m'a toujours guidé. Ça sert à ça aussi d'être journaliste. C'est Howard Hawks. Howard Hawks racontant comment il a fait donc Scarface avec Benesch, le grand scénariste américain. Il a dit on est parti
des journaux. Les journaux, évidemment, toutes les histoires de Scarface avec les croix à l'emplacement des morts. Et dans Scarface, vous voyez, chaque fois qu'il y a des morts, il a repris cette idée de mettre des croix comme si dans les journaux. Et avec la vie des Borgia. Il fait Scarface. Moi, c'est ça qui m'a complètement guidé, la vie des Borgia. C'est évidemment dans la vie des Borgia qu'il a trouvé la fin de Scarface, qui n'est pas dans Scarface, qui est le mec tue le gars qui a couché avec sa fille. Et ça, donc toujours à trouver voilà, la vie quotidienne et l'archétype. Le montage, j'intervenais, oui. Moi, j'intervenais sur le montage, ou faire supprimer quand il y avait trop de flashbacks, et de remettre au présent. Ça m'est arrivé quand il y avait... En vérité, je le faisais sur le scénario. Par exemple, on a fait une séquence avec Mimi Mati. C'était une coproduction canadienne. Il y avait un casting très bien et tout ça. Bon. Et puis, donc, c'est un des derniers trucs que j'ai dû faire. Et donc, c'était 2 fois 90 minutes. Et vers la fin du premier épisode, elle est arrêtée, menottes aux mains, dans un commissariat. Je dis, merde, mais c'est une image incroyable, tu vois. Et ça, j'ai dit, ben, vous me le mettez au début. Et puis une voix off qui va dire, ouais, à ce moment-là, enfin toujours dans le genre, j'étais loin de me douter, voilà où ça m'avait amené. Et puis après, on reprenait l'ordre. Toujours l'histoire du... c'était pas tant l'audience que le zapping. En vérité, Harari l'a dit un jour, elle a dit l'arme absolue, c'est le zapping. Donc en vérité, un auteur n'a pas envie qu'on zappe. On a les courbes à la télé très vite, on a eu les courbes, pas uniquement l'audience comme ça, mais les courbes minute par minute, tu vois. Donc tu vois par exemple au moment de la coupe publicitaire de TF1, bon, les gens qui foutent le camp et qui vont regarder un petit bout de la 2, puis il y en a qui ne reviennent pas, ou de la 2 ou de la 6, il y en a qui ne reviennent pas. Quand ta fiction est bien, ils reviennent. Et je disais à Mougette, moi je ne suis pas vraiment responsable de l'audience. Parce que ça, c'est des phénomènes comme ça. Mais par contre, le zapping, ça, c'est mon boulot. Si les mecs ne reviennent pas, c'est de ma faute. Il y a beaucoup de réalisateurs, effectivement, je laissais plutôt, c'était plutôt les producteurs qui les... Parce que ils se débrouillaient comme ils pouvaient, quoi. Alors, quelquefois, je les protégeais du producteur, quand c'était un peu trop... quand il y avait la pression, ou quelquefois... oui, et quelquefois, d'ailleurs, je te dis, certains ont été mal vus, parce qu'ils ont joué ma protection, quand je suis parti, et comme ça. Et puis c'est vrai qu'à partir du moment où je faisais beaucoup de héros récurrents, il y avait une sorte de priorité. Il y avait une sorte de priorité au père fondateur. Tu vois, comme je dis, comme Patrick Jamin. Julie Lescaut, j'ai imposé. Je voulais absolument que Julie Lescaut soit tournée par une femme. Avant, il y avait un directeur des programmes et un directeur de la programmation. Et le directeur des programmes, il choisissait les fictions, par exemple, ou les trucs qui lui plaisaient, puis il disait au programmateur, tu te démerdes. Puis après, c'est le programmateur qui a pris le pouvoir, qui a dit, il me faut un film pour le samedi soir, il me faut un film pour, ou je sais pas quoi, pour le machin, il me faut un truc, le mercredi, je peux pas passer de film de cinéma, donc il me faut le machin du mercredi. Enfin voilà, c'est le programmateur qui a pris le pouvoir. Alors effectivement, à partir du moment où le programme, mais ça c'était il y a mon époque, à partir du moment où le programmateur prend le pouvoir, tu es forcément un peu formaté. C'est la pub qui formate, parce qu'en vérité, il faut, comme par hasard, je sais pas pourquoi, ils ont leur truc de pub presque tous en même temps, et tout ça, enfin voilà, il y a les rendez-vous de 10h30, enfin ça tourne autour de ces trucs comme ça, même les chaînes câblées, elles sont... C'est terrible, hein, les chaînes câblées. C'est un exemple. Moi, je croyais que j'ai beaucoup de films qui ont moins bien marché, des films unitaires qui ont forcément moins bien marché, moins rediffusés, qui allaient faire un malheur. Même les séries noires de Grimblat, elles sont pas, pratiquement, elles passent pas sur les câbles. Alors même les câbles sont formatés. C'est le formatage des personnages, vous voyez, qui est emmerdant. Parce qu'on se dit, bah, il y a que tel personnage qui a réussi, il faut que ce soit quelqu'un d'implacable, de machin, puis on s'aperçoit qu'une femme qui a des problèmes et tout ça, ça peut être une très bonne héroïne, là, comme France 2, là, le truc tourné à 7 et tout ça, où la fille est un peu gugus et tout ça. Donc en vérité, c'est pas le formatage, on peut jouer avec. Ce qui est le formatage des esprits qui me tracassent, c'est qu'effectivement, ça avance petit à petit, mais si on avait vendu le concept de Dr House il y a dit, même en France de nos jours, on aurait refusé. On aurait refusé. Un mec. Moi, on a travaillé avec Francis Huster sur un héros qui est spécialisé dans les maladies orphelines. On y a travaillé, on a fait le grand patron. Mais en vérité, on n'a pas osé jusqu'à faire. Le mec, on avait des exemples de grands patrons qui avaient des caractères de cochon. Mais on n'a pas osé, on ne s'est pas vraiment posé la question. Qu'on pouvait y aller, même drogué, parce que Sherlock Holmes, si on a une analyse, si on a une culture, on sait que Sherlock Holmes se droguait, et que ça n'a pas empêché les millions d'admirateurs d'avoir un héros qui se drogue. Donc, et ça, c'est le...
Et ça, c'est le truc des scénaristes américains, notamment. Et puis, non seulement les décideurs aussi ont fait des écoles de scénario. Donc, en vérité, quand les mecs, les showrunners vont proposer aux décideurs, les décideurs, ils ont vu les pièces de Shakespeare, ils ont vu, donc, ils comprennent le langage. Le problème que vous avez, vous, c'est que vous avez face à vous des décideurs qui ne comprennent pas votre langage. Les producteurs qui travaillent dans les chaînes, ils viennent d'écoles de commerce, enfin, ils viennent d'écoles de communication. Ils n'ont jamais écrit, ils n'ont jamais souffert, ils n'ont jamais... Et que le public, il est beaucoup plus proche de vous que le sont d'eux. Et alors, ils trichent, mais en réalité, vous êtes assez proche du public, parce qu'on porte un peu tous la forme de l'humaine condition, et puis on a été assistants, on a été comme ça, et tout ça. Et donc, eux, ils n'ont jamais été. Donc, en vérité, vous êtes plus près du public. Donc, il y a une frustration terrible qu'on avait aussi un peu, nous, dans les années 70, quoi.